bienvenue dans cette conférence. Donc, comme je vous le disais, bon, pour l'INALCO, il y a déjà eu des exercices comme ça un peu mixtes, mais c'est la première pour Asialist. Conférence donc consacrée aux 100 ans de la fondation du Parti communiste chinois. Et donc, j'ai à mes côtés donc, trois personnes totalement qualifiées pour en parler avec nous ce soir. Donc, j'ai Xiaorong Xiaoplan à ma droite. Bonsoir. Alors, vous êtes historienne, spécialiste donc, de l'histoire contemporaine de la Chine, professeur émérite à l'INALCO, et vous êtes, entre autres, co-auteur, auteur de l'ouvrage Histoire de la République populaire de Chine, de Mao Tse-tung à Xi Jinping. C'est un livre que vous avez écrit avec Alain Roux en 2018. Juste à sa gauche, Chloé Froissart. Bonjour Chloé, vous êtes spécialiste des rapports État-société en Chine et de l'évolution du régime chinois. Vous avez écrit La Chine et ses migrants, la conquête d'une citoyenneté, c'était en 2013. Et enfin, mon fidèle partenaire chez Asialist, Joris Zilberman, voilà, qui en plus de tenir cette conférence, nous a beaucoup aidé sur la partie technique tout à l'heure. Merci Joris. Ancien correspondant en Chine, co-auteur du livre Les nouveaux communistes chinois avec Mathieu Duchâtel, qui est paru en 2012, et bien sûr fondateur d'Asialist. C'est lui qui est à l'initiative notamment de toutes ces conférences, tous ces programmes et ce site internet qui est Asialist. Voilà, donc dans quelques jours, la Chine, ce sera le 1er juillet, va célébrer donc en grande pompe le 100e anniversaire de la fondation de son parti communiste. On s'attend donc à des événements donc, de masse un peu partout dans le pays. Alors, il n'y aura pas de défilé militaire, mais il y aura des réunions, des parades, des mariages, même sous l'égide du Parti communiste, des mariages de masse. Et puis, on voit que depuis plusieurs semaines, vous avez les rues de Pékin et d'autres villes de Chine qui ont sorti les décorations florales, les slogans, les spectacles de son et lumière. C'est ce qu'on appelle en fait ce centenaire, le premier des deux centenaires, puisqu'il y en aura, et c'est d'ailleurs peut-être le plus important, un autre qui sera en 2049, quand la Chine célébrera cette fois le 100e anniversaire de l'arrivée du Parti communiste au pouvoir et de Mao Tse-tung. Donc c'était en 1949. Et aujourd'hui, donc, enfin, le 1er juillet, ça sera donc les 100 ans de la fondation. Alors pour être plus exact, ce n'est pas le 1er juillet que le Parti communiste a été fondé, mais le 23 juillet 1921, même si traditionnellement en Chine, on fête cet anniversaire le 1er juillet. Et donc ce parti, il a été créé, fondé dans une maison en briques. Alors je ne sais pas, Cyrielle, si tu peux la montrer à l'image, cette maison en briques. Non, on ne la verra pas, c'est pas grave. C'est au cœur de Shanghai, dans l'ancienne concession française de Shanghai. Et donc c'est là que le 23 juillet 1921, vous avez 13 délégués qui se sont réunis. Parmi eux, il y avait le jeune Mao Tse-tung. Alors voilà, les 13 délégués, tu la vois juste à côté, à gauche, là, ici. Super. Voilà, le jeune Mao Tse-tung, vous voyez en haut à gauche. Alors ce qui est marrant, c'est que dans l'iconographie communiste de la Chine, et puis même quand vous allez voir le musée de la fondation du parti à Shanghai, vous voyez Mao Tse-tung qui est debout devant tout l'auditoire, qui l'écoute comme ça, alors qu'en réalité, Mao Tse-tung n'a joué qu'un rôle subalterne à cette époque. Il était très peu, en tout cas, il avait très peu de pouvoir par rapport notamment aux personnes qui s'étaient réunies à ses côtés. Voilà, donc 100 ans plus tard, l'État chinois est plus que jamais indissociable de ce parti qui compte plus de 91 millions d'adhérents, un parti qui a su faire preuve quand même d'une résilience à toute épreuve, puisqu'il ne s'est pas notamment effondré comme son équivalent soviétique au début des années 90. Le parti et son secrétaire général, Xi Jinping, donc, semblent au contraire exercer un contrôle croissant sur tous les aspects de la société chinoise, politique, économie, société civile. Et ce visage, d'ailleurs, du Parti communiste tel qu'il est aujourd'hui, ça sera l'objet du premier thème de cette conférence. Nous aborderons ensuite, en deuxième partie, la question du contrat social entre le parti et la population chinoise, avant d'aborder les éventuelles menaces qui pourraient peser sur ce parti et ses dirigeants dans les prochaines années. Voilà. Ensuite, nous prendrons, alors on a pris un peu de retard, mais on prendra quand même les questions du public à la fin de cette conférence, si vous en avez. Premier thème, le visage du parti sous Xi Jinping. Donc, alors Xi Jinping, il avait gravi de façon assez discrète tous les échelons du pouvoir ces dernières années, avant donc d'arriver au pouvoir en 2012. Il était auparavant vice-président. Et pourtant, Xi Jinping, qui était fils d'un révolutionnaire historique, on imaginait qu'il pouvait être un réformateur. On n'avait pas tellement
je me souviens à l'époque d'idées précises, en tout cas de son idéologie. Certains pensaient qu'il pouvait même faire progresser ou libéraliser la société chinoise. En fait, c'est tout le contraire auquel on a assisté ces dernières années, puisque les militants pro-démocratie ont été arrêtés par milliers. Il s'est parallèlement lancé dans une campagne anti-corruption aux allures de purge politique qui semble sans fin aujourd'hui. La pensée de Xi Jinping figure également dans la charte du Parti communiste et les posters à son effigie fleurissent un peu partout dans les villes chinoises. C'est un culte de la personnalité qu'on n'avait pas vu, en tout cas sous cette ampleur, depuis Mao Tse-tung. Et puis enfin, alors pour couronner le tout, Xi Jinping peut aujourd'hui être théoriquement président à vie, puisqu'il a fait abolir en 2018 la limite des 2 mandats pour la fonction de président. Voilà, donc pour commencer justement sur ce visage du parti à l'ère Xi Jinping, je vais donner la parole d'ailleurs d'abord à Joris Zilberman. Alors, il est un peu compliqué de définir en une expression le visage de ce parti communiste, mais je crois que pour vous, on en a parlé un peu avant la conférence, le terme léniniste, dirigiste en économie, léniniste en politique, c'est un terme qui n'est pas galvaudé, qui n'est pas usurpé. Oui, parce que tout simplement, c'est l'idéologie du Parti communiste aujourd'hui. Alors, d'abord, il faut quand même définir ce qu'on entend par léninisme. Qu'est-ce que c'est? Le léninisme, c'est donc un parti qui est fort, qui est discipliné, vous le savez certainement, un parti qui est dominé par des professionnels, entre guillemets, comme disait Lénine, par une avant-garde qui n'est pas élue, et un parti qui est central, qui dirige tout. Un parti qui dirige l'État, qui est présent à tous les échelons administratifs, dans tous les domaines de la société. Alors, le léninisme parle de centralisme démocratique. Centralisme démocratique, ça veut dire, dans l'esprit de Lénine, en tout cas en théorie, que les membres du parti peuvent discuter, débattre des décisions politiques du parti, et ensuite, ces décisions sont adoptées à la majorité. Et alors là, une fois qu'elles sont adoptées, eh bien, tous les membres doivent respecter les décisions du parti, d'où la discipline. En réalité, on sait très bien, l'histoire nous apprend, que dès les débuts du parti communiste au pouvoir en Union soviétique, que Lénine n'a absolument pas favorisé ce que les Chinois ont appelé il y a quelques années la démocratie intraparti, la démocratie interne au parti, c'est-à-dire que Lénine, lui, avait mis en place une dictature militaire, autoritaire. Il n'y avait pas du tout de vote à l'intérieur du parti, de décision, d'intelligence collective, comme on dirait, ou tout simplement de vote pour adopter les décisions du parti en amont. Eh bien, on peut dire que ce modèle léniniste est non seulement le modèle de gouvernance du Parti communiste chinois aujourd'hui, mais c'est même l'ADN du Parti communiste chinois dès sa fondation, puisque vous n'ignorez pas qu'en 1921, au moment où dans ce Shekumen, dans cette maison en briques rouges à Shanghai, il y a donc à la fin du mois de juillet, à partir du 23 juillet, donc ce congrès fondateur du Parti communiste chinois, eh bien, il y a des envoyés du Comintern, l'international communiste, qui a été fondé, qui est dirigé par Moscou, par le Parti communiste, par Lénine, et qui a envoyé donc notamment un Néerlandais. Et il faut savoir que le Comintern est aussi à l'initiative, en grande partie, de la fondation du Parti communiste chinois, dirigé à l'époque par Chen Tuxiu, qui est un intellectuel brillantissime du mouvement du 4 mai 1919. Et évidemment, ce parti, il est créé selon le modèle soviétique. Et on le voit pendant tous les années 20, le Parti communiste chinois, d'ailleurs, obéit aux injonctions de Moscou. C'est vraiment le soviet qui est en ligne de mire. Et alors, évidemment, même si après 1949, eh bien, et surtout en particulier à partir du grand bond en avant, Mao a essayé de siniser le marxisme-léninisme en créant notamment les communes populaires qui sont surtout à la campagne, c'est-à-dire en misant sur les masses rurales plutôt que sur la classe ouvrière urbaine qui était en minorité en Chine. Eh bien, de Mao, en passant par Deng jusqu'à Xi Jinping, aucun dirigeant du parti n'a renié ce modèle léniniste. Alors faire ce rappel historique, c'est une chose, mais qu'en est-il aujourd'hui? Vous voyez, tous les ministères en Chine, toutes les administrations, à tous les échelons de l'État, eh bien, il y a une cellule du parti qui dirige. Et pendant longtemps, d'ailleurs,
moi, je suis venu en Chine la première fois en 2000, et puis j'ai travaillé en Chine 2005-2013. Et à chaque fois que les diplomates étrangers, les dirigeants étrangers s'étonnaient d'être reçus par le vice-ministre. Pourquoi pas par le ministre lui-même? Par exemple, le vice-ministre des Affaires étrangères. Et parce que c'était lui le patron du parti dans le ministère. Et donc, c'était lui la personne décisionnaire, en réalité. Eh bien, du ministère des Affaires étrangères jusqu'au plus petit gouvernement local, eh bien, tous les échelons sont supervisés par le parti. Le parti est au centre de tout. Il y a une centralité qui, d'ailleurs, à l'évidence, Baptiste, a été renforcée par Xi Jinping, une centralité d'ailleurs dans les processus de décision. Vous avez d'abord en mars 2018 le rôle dirigeant du parti qui est réaffirmé dans les statuts du Parti communiste qui ont été amendés, c'est-à-dire que le parti doit exercer, je cite, sa direction globale sur tous les domaines d'activité dans toutes les régions du parti. C'est le leitmotiv. Alors concrètement, qui dirige le parti? Eh bien, le parti est dirigé par le bureau politique, 25 membres, et évidemment par le comité permanent de ce bureau politique, 7 membres, dont le chef est Xi Jinping. Et donc ça, c'est l'avant-garde au sens léniniste, une avant-garde qui n'est pas élue. Si vous regardez la constitution chinoise, regardez tous les articles. Le Parti communiste n'est pas un organe constitutif de la République populaire de Chine. Article 1, premier organe, Assemblée nationale populaire. C'est ça la source du pouvoir. Évidemment, tout le truc, c'est de ne pas rater le préambule de la Constitution chinoise. Dans le préambule de la Constitution chinoise, il est dit que la République populaire de Chine est régie par un État de droit socialiste. Qu'est-ce que ça veut dire, un État de droit socialiste? C'est évidemment pas un État de droit selon la conception occidentale. C'est un État de droit dirigé par le parti. C'est-à-dire que le Parti communiste est l'émanation de la loi, est la source de la loi, la source du pouvoir. Et donc, là, on se retrouve, toujours pour parler de l'aspect léniniste, c'est-à-dire le parti qui est présent partout, dans tous les échelons de l'administration et dans toute la société. Vous avez des organisations du parti qui sont présentes dans plus de 95% des institutions gouvernementales, à tous les échelons, donc, mais aussi pour les fonctionnaires, c'est-à-dire les unités de travail, le Tamway, évidemment, qui existe toujours, même s'il n'est pas aussi contraignant qu'avant. C'est-à-dire que les fonctionnaires sont plus obligés de loger sur leur lieu de travail. C'est beaucoup plus souple. Mais ce Tamway, cette unité de travail existe. Et donc, évidemment, elle est cornaquée par le parti. Vous avez également dans toute la bureaucratie qui reste structurée selon le modèle soviétique, toute cette bureaucratie avec la position centrale du Parti communiste chinois, avec une omniprésence des organes de sécurité d'État. Je vous rappelle que la sécurité d'État, elle est au service du Parti communiste chinois, évidemment. Des organes de propagande du parti qui sont très importants partout. Et surtout, quelque chose de très caractéristique et que toute personne qui a vécu en Chine et qui a eu affaire avec l'administration ou avec des ministères comprend, c'est-à-dire que les ministères sont organisés selon une structure en silo. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas connectés. C'est-à-dire que ce sont des administrations qui sont autonomes, entre guillemets. Je mets la guillemets parce qu'il y a le parti qui est derrière. Mais autonomes parce que les ministères, les agences gouvernementales ne se parlent pas entre elles. C'est ça un silo. Alors, elles peuvent avoir des bureaux provinciaux, on peut avoir des think tanks également, mais elles n'ont pas de lien entre elles. Enfin, si, en fait, le lien, c'est le parti. C'est le parti qui, lui, tient tout le système. Alors, depuis l'arrivée de Xi Jinping, il y a eu d'ailleurs un resserrement du nombre de ministères qui sont passés de 27 à 25. Alors, officiellement, c'était une réaction à tous les scandales sanitaires, par exemple le lait frelaté, le lait de bébé contaminé à la mélamine, mais aussi tous les accidents industriels, des accidents ferroviaires, à d'autres accidents industriels. J'ai un peu de mémoire, mais l'idée, c'est qu'il y a des ministères qui ont été resserrés. Par exemple, le ministère des chemins de fer a été démantelé. Le ministère de la Santé a été fusionné avec le ministère du planning familial. Par ailleurs, il y a eu des fusions dont on comprend très bien la finalité. Fusion, centralisation très forte des organes de contrôle de la presse et de tout type de publication, évidemment,
y compris sur les réseaux sociaux. Et au même moment, ça on le sait depuis le début, hein, Xi Jinping, lui, a créé plusieurs organes de coordination, appelés entre guillemets des groupes dirigeants qui dirigent personnellement dans les secteurs les plus stratégiques, les réformes économiques et financières, la sécurité d'État, la cybersécurité, les nouvelles routes de la soie, évidemment, etc. Et donc, Xi Jinping est donc aujourd'hui directement responsable de la politique intérieure, de la sécurité, de l'économie, mais aussi de la politique étrangère. Il empiète donc largement sur les prérogatives de son Premier ministre, Li Keqiang, et d'ailleurs de tous les autres membres du Politburo. Donc, c'est léniniste comme modèle, mais je dirais même hyper centralisateur. Pas autour de l'avant-garde, mais carrément autour du chef du parti. Et juste avant de vous... pardon Baptiste, juste une seconde, en économie, il faut bien dire, si on parle d'un modèle léniniste, qui a une présence du parti qui s'est largement renforcée, et en particulier, il faut savoir que rien que dans les entreprises d'État, dans 90% des entreprises d'État, vous avez des organisations du parti, des cellules du parti. Alors, moi, quand j'ai commencé à travailler en Chine, c'était le boom du secteur privé, évidemment, et ensuite, en 2012, dans le livre que j'ai coécrit avec Mathieu Duchâtel, eh bien, il y avait même pas 15% des entreprises privées qui possédaient ne serait-ce qu'un ou deux membres du parti. Vous savez que pour pouvoir former une cellule du parti, il faut au moins 3 membres. Bien là, il y a des chiffres. En 2002, seuls 27% des entreprises privées, ce sont les chiffres du parti lui-même. Sylvain, mais voilà, c'est tout ce qu'on a. 2002, 27% des entreprises privées avec une cellule du parti. 2018, plus de 48% qui possèdent une cellule. Une cellule, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui possèdent des membres du parti. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, notamment des PME, qui ont bien compris que les réformes économiques et la libéralisation, ça n'allait pas se faire, et que c'était le secteur étatique qui permet d'avoir des crédits, qui permet de prospérer tout simplement et économiquement. Et donc, il y a beaucoup de petits chefs d'entreprise qui demandent à devenir membres du parti, pour ceux qui ne l'étaient pas, de façon d'ailleurs à empêcher que d'autres employés de leurs entreprises forment une cellule et ensuite viennent embêter la gouvernance de l'entreprise. Parce qu'il faut savoir que depuis le 19e congrès du parti en 2017, eh bien, le parti accorde plus de pouvoir de décision au niveau de gestion des entreprises dans toutes les entreprises, y compris les entreprises privées. Et je terminerai avec 2015, où les cellules du parti, maintenant dans les entreprises d'État, eh bien, ont la haute main sur le recrutement et le licenciement des cadres des entreprises privées. Donc, on voit bien ce caractère léniniste. Alors, léniniste, moi je vais m'adresser à Sharon Pierre-Plein. Qu'en est-il du maoïsme? Est-ce qu'aujourd'hui, à travers Xi Jinping, on voit revenir, que ce soit une iconographie, des discours, un culte de la personnalité, un récit qui peut vous faire penser à l'époque maoïste? Vous êtes chinoise, vous avez connu cette époque, vous êtes historienne, vous êtes penchée dessus. Est-ce qu'il y a des similitudes, des analogies qu'on peut faire? Non, je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué parce que beaucoup de choses ont été changées. Donc, les réalités sociales, économiques et même politiques sont différentes. Mais pour ce qui est de similitude, je pense que vous avez tout à fait raison. Le fait de renforcer la propagande. La propagande est devenue de plus en plus identique, c'est-à-dire qu'il y a un seul discours, alors qu'avant, il y avait une ouverture, même pour la propagande. Il y a seulement des contrôles qui ne sont pas relâchés depuis très longtemps, mais maintenant, c'est de plus en plus. En plus, Xi Jinping a publiquement annoncé dès son premier mandat qu'il faut établir un lien entre l'époque maoïste et l'époque de réforme de Xiaoping. On peut dire qu'il n'y avait pas vraiment une rupture. On continue et il y a des bases
il y a des bases qui ont été déjà établies à l'époque de Mao, et alors que quand la réforme et l'ouverture de Jogging a été commencée dans les années 80, la situation est très différente parce que les dirigeants du parti, les cadres, même les membres du parti ont tous assez d'accord pour ne pas revenir en arrière, pour changer, pour réformer beaucoup de choses. Et là, maintenant, c'est un autre discours. Cela dit, il faut voir aussi que ce discours, ce contrôle renforcé, cette propagande rouge, tous les Sylvia a essayé, par différentes politiques, différentes mesures ont été prises pour vraiment matérialiser ce lien historique entre l'époque maoïste et l'époque après mort. Mais dans la réalité, c'est beaucoup de bruit, hein, et ce qui ne correspond pas toujours aux réalités. Même si des choses ont été réalisées, parce que les gens n'ont pas le choix, parce que c'est, comme expliquait Joris Gibelman, dans tous les secteurs, dans tous les échelons de la communication de l'État, il y a ce relais pour mettre en place la propagande, pour rétablir, par exemple, les sites historiques du parti, et ensuite les gens rendent visite, les gens emmènent les enfants, les élèves, etc. Mais est-ce qu'au fond, la question se pose, c'est que beaucoup d'entreprises privées maintenant, est-ce qu'ils adhèrent vraiment? Ils ont évidemment le cellules du parti dans leurs entreprises parce que ça les arrange et ça peut être utile. Et dans les écoles, ils sont obligés de donner ce genre de faire chanter des chansons rouges, etc. Mais en réalité, est-ce que les gens adhèrent vraiment à ce discours, à cette propagande? Ça, c'est peut-être une autre. Ça sera l'objet de notre deuxième partie. Je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Non, juste pour essayer de résumer sur votre question, il me semble qu'il y a un certain nombre de points communs, de différences. Il y a évidemment, entre l'époque Xi Jinping et celle de Mao, il y a la question du culte de la personnalité qui est évidemment très, 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 très important et qu'on retrouve chez Xi. Il me semble cependant que le culte de la personnalité chez Xi n'est pas de même nature que sous Mao. Mao, lui, c'était le soleil rouge qui guidait le peuple. Mao avait une aura sacrée, un statut de demi-dieu, et alors que, donc, il était quasiment inaccessible, et d'ailleurs, ça provoquait des scènes de liesse, d'hystérie, quand les gardes rouges parvenaient à l'apercevoir sur la place Tiananmen. Si lui se veut un personnage beaucoup plus proche du peuple, une des premières choses qu'il a faites en accédant au pouvoir a été de se rendre dans une petite gargote pékinoise pour aller manger des baozi avec les gens. Il se fait appeler Sidada, Papa Si. Il a ce côté petit père des peuples plus proche de la population. On peut suivre ses déplacements, sa vie à travers les réseaux sociaux, à travers notamment l'application Xuexi Tianguo, étudiée pour la pensée de Xi pour rendre le pays plus fort, etc. Je pense qu'il y a aussi d'autres éléments extrêmement importants de différenciation entre l'époque maoïste et Xi Jinping. Bon, pour aller très très vite, on pourrait noter notamment la question, si vous voulez, Xi Jinping arrive après un moment autoritaire. Et ce moment est en quelque sorte conservé dans le régime qu'a mis en place. Par moment autoritaire, vous parlez de quel moment? Alors, le moment qui a été de la sortie du maoïsme sous Deng jusqu'à l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Et c'est un moment où on sort de l'idéologie, donc l'idéologie revient au second plan. Xi essaie de remettre en place, en avant l'idéologie, il a quand même beaucoup de mal, on se demande à quoi, même s'il a pondu, il vient de sortir son 3e tome de la gouvernance de la Chine, on a un peu du mal à savoir qu'est-ce que c'est que cette idéologie en dehors du nationalisme. C'est une sorte d'éclatement, on pourra peut-être y revenir, mais certes, les intellectuels sont mis à contribution,
Mais il n'y a pas de pensée Xi Jinping, de cynisme au même titre que maoïsme. Mais à la limite, oui. Et deuxième, peut-être autre chose, il y a aussi, dans le moment autoritaire, c'est le moment de l'expertise. Et ça, le régime sous Xi Jinping a gardé quand même une volonté de s'appuyer sur des experts. Qu'on n'avait pas du tout sous Mao. Sous Mao, c'était la politique au poste de commandement, l'hystérie générale, l'idéalisme absolu, c'est le grand bond qui a provoqué la grande famine qui a suivi le grand bond en avant, qui a fait plus de 30 millions de morts. Donc, il y a cet moment de l'expertise qu'on voit notamment par le fait que ce soit les universitaires ou que certaines ONG, entre guillemets, d'organisations qui ont réussi à obtenir la confiance du parti, qui sont enregistrées conformément aux lois du parti, etc., et qui font preuve de professionnalisme, sont régulièrement consultées dans l'élaboration des lois qui ont trait à des questions sociales ou environnementales, pas politiques, pas la sécurité de l'État. Donc la question d'expertise est très importante. Autre grande différence que je note également, c'est la question de la mobilisation. Mao avait recours à la mobilisation des masses pour asseoir son pouvoir, le reconquérir après l'avoir perdu, parce que voilà, toute l'époque maoïste, c'est une histoire de perte de pouvoir, reconquête du pouvoir par Mao, etc. Et à chaque fois, il essayait de s'appuyer sur les masses, sur le peuple, pour pouvoir regagner ce pouvoir. C'est la révolution culturelle, par exemple. Et sous Xi, c'est exactement l'inverse. Il y a bien une autre chose que Xi n'a pas conservé du maoïsme, c'est cette mobilisation des masses et le fait de s'appuyer sur les masses pour atteindre ses buts politiques. Au contraire, Xi Jinping est arrivé au pouvoir, a instauré son pouvoir grâce à la commission militaire, à la commission de discipline centrale, c'est-à-dire via les institutions, via la lutte contre la corruption, mais via les institutions. Et la lutte contre la corruption, ça doit passer par les institutions, et en cela, il est proche du stalinisme et non pas du maoïsme. Juste un mot je pense qu'on va l'inclure dans cette première partie. Pour rester sur l'idéologie, Chloé Froissart, je pense que qu'en est-il du communisme? Puisqu'il ne faut pas oublier que dans le Parti communiste, il y a le mot communiste. Est-ce qu'il y a des références? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une idéologie qui s'en rapproche? Oui, c'est évidemment un des points qui fait problème aujourd'hui et une des raisons pour lesquelles, je pense, ce centenaire se passe dans un contexte un peu tendu. Il y a 80 slogans qui ont été mis en avant par le Parti communiste à l'occasion de ce centenaire, mais il y en a un qui revient régulièrement et qui me semble le plus important, c'est «不要忘记我们的初心», c'est-à-dire il faut revenir à nos idéaux premiers, ne pas oublier ce qui nous animait au départ. Et ce qui nous animait au départ, Xi Jinping l'a répété à plusieurs reprises, c'était le socialisme. Quand il est arrivé au pouvoir en 2013, il a déclaré devant le comité central du Parti communiste qu'il croyait en la supériorité du socialisme sur le capitalisme. Et là encore, début juin, il y a un manifeste qui a été publié qui s'intitulait « La Chine n'a pas failli au socialisme ». Et ça, c'est un enjeu extrêmement important pour le Parti communiste aujourd'hui, de dire on n'a pas oublié le socialisme, nous avons en quelque sorte réalisé le socialisme, et c'est en particulier la lutte contre la pauvreté, la victoire de la lutte contre la pauvreté qui a été annoncée en février de cette année. Et ça, c'est vraiment peut-être le cheval de bataille le plus important pour Xi Jinping. Croire à ça. Après, ça pose plusieurs questions. Évidemment, cette question de la lutte contre la pauvreté, on ne met pas en cause le fait que en 40 ans, la Chine a sorti près de 800 millions de personnes de la pauvreté. Ça, c'est une réalité. C'est pas question de mettre en doute ça. En revanche, les choses sont sans doute un peu plus contrastées, un peu plus compliquées. Li Keqiang, donc le Premier ministre, déclarait l'année dernière que 600 millions de personnes, soit près de la moitié de la population chinoise, vivaient avec moins de 1000 yuan, c'est-à-dire 125 € par mois. Et donc, il appelait au fait que peut-être ce serait plus sage de ne pas annoncer la victoire contre la pauvreté
au moment du centenaire. Bon, ça a été quand même fait, c'était prévisible, au prix d'une redéfinition de qu'est-ce que la pauvreté, en particulier, selon la Banque mondiale, c'est vivre avec moins de 1,69 $ par jour. Oui, c'est ça. Et la Chine l'évalue à... la Chine le voit plus bas, ce seuil. Oui. Voilà. Donc, redéfinition de ce que c'est que la pauvreté, redéfinition de beaucoup de choses. Et surtout, je pense qu'il y a quelque chose qui est important à mettre en avant, c'est que la Chine, aujourd'hui, n'a pas véritablement de politique sociale. Si certaines provinces, les provinces les plus pauvres de Chine, comme le Ningxia, le Gansu, le Guizhou, peuvent passer au-delà du seuil de pauvreté certaines années, c'est avant tout par le développement économique et pas par des politiques sociales à proprement parler. Et moi, j'ai plus travaillé sur les travailleurs migrants qui viennent de la campagne, et quand on regarde dans le détail qu'est-ce que c'est que ces politiques d'intégration des travailleurs migrants en ville, on se rend compte que c'est d'une part qu'on n'est pas dans une logique de droit, on est dans une logique de rétribution par rapport à des personnes qui peuvent contribuer au développement économique de la Chine. Ce sont en général des politiques extrêmement élitistes qui considèrent le logement, l'emploi, la sécurité sociale, non pas comme des droits, mais comme des conditions d'accès au statut d'urbain ou des conditions d'accès à plus de services publics, et qui rétribuent, si vous voulez, le parti tend la main à une élite parmi ces migrants et donne au prorata de ce que les individus apportent en termes de ressources financières, de ressources humaines, de qualifications pour contribuer au développement économique de la Chine. Un mot, Joris, on en a parlé justement, vous en parliez avec cette commission de discipline sur laquelle Xi Jinping s'appuie pour gouverner et pour mener sa campagne anticorruption. Elle va aller jusqu'où cette campagne anticorruption? Quelle est la finalité de Xi Jinping dans cette fuite en avant, en fait? C'est pour le moment, alors il y a deux choses dans votre question. Il y a la durée et la finalité. Donc la durée, ça a commencé, cette lutte anticorruption, dès 2012-2013. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 1,5 million de cadres du parti qui ont été disciplinés, entre guillemets. Alors c'est extrêmement large, ça va du simple rappel à l'ordre, du blâme jusqu'à la condamnation pour corruption. Là, il y aurait eu plus de 100 000 condamnations pour corruption. Alors, sur la finalité, les objectifs, d'abord, les deux premiers, c'était Xi Jinping qui voulait répondre à une demande de la société chinoise qui en avait marre de cette élite du parti corrompue qui était vue comme s'engraissant sur le dos des Chinois, comme s'accaparant l'argent, développant des rentes sur le dos des Chinois. Et accroissant les inégalités, et tout cela au détriment du bon fonctionnement de l'État. On a vu avec les accidents ferroviaires notamment, et le lait contaminé à la mélamine. Le deuxième objectif de Xi Jinping, c'était de raffermir le parti, éviter que le pourrissement qui, selon Xi Jinping, l'Union soviétique, le Parti communiste soviétique, a connu et qui a été l'une des causes de son écroulement imprévisible en 1991. Alors évidemment, le parti rêvé de Xi Jinping, et c'est pertinent d'en parler maintenant, puisque Xi Jinping, lui, considère qu'il faut que le parti revienne au parti d'antan. Le parti d'antan, c'est celui des années 20, il y a un siècle, avec un parti discipliné, qui a le soutien de la population, en tout cas qui se vend comme ça, avec le soutien de la population contre les corrompus, qui ne sont pas les communistes, mais les nationalistes, le Kuomintang, le parti nationaliste de Chiang Kai-shek, qui va être défait en 1949. Le problème, c'est que tous les observateurs, que ce soit étrangers, mais en Chine en particulier, les gens qui étaient dans le système judiciaire, on dit non, mais il y a un problème avec cette lutte anticorruption. D'abord, elle s'accomplit hors du processus légal, c'est-à-dire que ce ne sont pas les tribunaux qui gèrent en fait les condamnations pour corruption, c'est le circuit opaque du Parti communiste. Deuxièmement, on observe, mais en réalité, les vraies causes systémiques
de cette corruption ne sont pas traitées. Et une des causes, c'est l'absence d'indépendance de la justice et l'absence d'institutions indépendantes qui puissent contrôler les élites du parti. Et puis, en plus, ce qu'on voit, c'est que les figures les plus connues qui tombent, les tigres, vous savez, c'était chasser les mouches, chasser les tigres, là encore j'ai un trou de mémoire, les mouches et les tigres, la nouvelle bande des quatre, ce qu'on a appelé récemment la nouvelle bande des quatre, c'est-à-dire ceux qui auraient soutenu Posilaï dans une tentative présumée de coup d'État, à savoir Zhou Yongkang, les deux militaires Sutsaipo Kokosyong et le bras droit de Hu Jintao, Lin Sihua. Eh bien, maintenant, ce sont tous des membres éminents qui sont des ennemis de Xi Jinping. Donc, c'est devenu à l'évidence une purge, et une série de purges multiples, sans fin, que ce soit à Chongqing, avec Sun Yat-sen, dans le Shanxi, sur le charbon, en Mongolie intérieure, dans le Yunnan, mais aussi au sommet du système du parti, le système politico-légal, la sûreté, la police d'État, mais aussi dans des secteurs stratégiques comme le pétrole. On parle de la lutte sans fin de Xi Jinping contre la faction du pétrole qui était menée par Zhou Yongkang et donc par Jiang Zemin, qui est le vrai objectif, c'est-à-dire éradiquer ce réseau tentaculaire. Alors, Jiang Zemin, qu'on précise, c'est l'ex-président. Voilà, c'est l'ancien leader. Je ne sais pas si tu peux nous mettre une photo, Cyrielle, de Jiang Zemin, voilà, qui effectivement, alors c'est la clique de Jiang Zemin, effectivement, toutes les personnes affiliées à Jiang Zemin que Xi Jinping a, dit-on, souvent dans le viseur, Joris. Oui, parce que il a le réseau de Jiang Zemin dans le viseur, puisque son idée à lui, c'est non pas d'avoir une démocratie interne au parti avec des factions, comme ça a été le cas dans les années 2000, c'est aussi de tourner le dos à une direction collégiale du parti, ce qui avait été voulu par Deng Xiaoping à partir du début des années 80. Lui, il considère que ce système-là, ce système de gouvernance du parti a échoué et a conduit à de la corruption, à un affaiblissement du parti. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une faction. Je l'interprète évidemment. Hein. On est là pour partager des intuitions. Aucun de nous n'a le téléphone portable de Xi Jinping, on n'a pas d'infos de première main, mais en tout cas, tous les experts qui suivent bien sont d'accord là-dessus. Lui veut mettre une faction dirigeante de l'ensemble du parti. Merci. Alors, on vient de voir un peu la tournure qu'avait pris cette partie sous Xi Jinping sur la scène intérieure. Maintenant, on va s'intéresser quand même à l'image que ce parti veut projeter, notamment à l'étranger. Depuis plusieurs années, il y a Pékin qui promeut ce qu'il appelle la solution chinoise. Ce n'est pas un terme qui appartient à Xi Jinping, puisque je crois que cette expression l'a précédé. La solution chinoise en matière de développement et de gouvernance donc sur la scène mondiale, face notamment à ces démocraties occidentales qu'on peut juger parfois sur le déclin ou inefficaces en Chine. Je m'adresse à vous, cher Xiaoplan. Est-ce que la gestion de la pandémie, par exemple, est-ce que c'est vraiment quelque chose dont Xi Jinping va se prévaloir aujourd'hui sur la scène internationale pour montrer un visage justement positif du Parti communiste? Je pense qu'au début, il était un peu gêné parce que c'était sûr que les instances sanitaires n'ont pas fait le travail correctement et à Wuhan, ils ont laissé répandre la pandémie du virus et la ville a été très mal gérée. Et il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de malades. Il n'y avait pas assez d'équipements sanitaires, hospitaliers pour sauver des malades. Et donc, à cette époque-là, les gens étaient paniqués. Et Xi Jinping ne s'est pas mis au premier plan. Ils ont laissé, pendant très longtemps, il a laissé des autres gérer cette situation par peur évidemment, de porter la responsabilité de la mauvaise gestion. Sur son propre image. Et ce n'est qu'à la fin, quand ils ont. Évidemment, le gouvernement chinois il a cette capacité de réunir les équipements, les ressources de tout le pays pour aller sauver la ville. Et donc, c'était finalement, au bout de quelques mois, ça s'est mieux. Je pense que ça s'est mieux établi.
le sauvetage des équipements, la prise en charge des maladies. Et donc, c'est après, comme le confinement a été généralisé, et à ce moment-là, je pense que le gouvernement chinois, enfin, personnellement, je pense que le gouvernement chinois a profité de certains avantages, peut-être dans l'exploitation des appareils électroniques, des logiciels électroniques, ce qui leur a permis de suivre les malades, de contrôler la situation et empêcher, justement, organiser des secours et empêcher, en quelque sorte, la transmission rapide du virus. Évidemment, par la suite, non seulement Xi Jinping, et puis comme dans les pays étrangers, occidentaux, et en particulier les États-Unis, la pandémie s'est développée, a quand même contaminé beaucoup de gens, et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à se valoriser leurs exploits de finalement contenir assez rapidement l'expansion, la contagion du virus. Et ils commencent de plus en plus à mettre cela non seulement sur son propre compte et sur l'image du gouvernement chinois, mais également sur le plan politique, en disant que c'est une gouvernance, c'est une gouvernance meilleure que dans les pays occidentaux, que les États-Unis. Et ce discours a eu un certain impact, j'ai l'impression. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle aussi que maintenant, quand Biden est revenu sur cette question, et les hommes politiques américains ont demandé le compte, ont demandé des enquêtes à mener sur les origines de l'expansion de la pandémie aussi. Donc, et ça devient maintenant une affaire internationale, donc des reproches, des accumulations les uns contre les autres. Et c'est pas encore, c'est loin d'être terminé. Joris, c'est quoi la solution chinoise? La solution chinoise, c'est très important pour Xi Jinping. La solution chinoise, d'abord le mot solution. Pourquoi est-ce qu'on dit solution? Alors on parle aussi d'expérience chinoise. C'est qu'on essaye d'éviter le mot modèle chinois pour pas faire figure pour éviter d'être du point de vue chinois aussi arrogant que les Américains, avec le modèle américain. La Chine est d'être accusée de néocolonialisme où on applique un système de valeurs, où on donne des leçons, alors que la Chine passe son temps à dire, à critiquer les Occidentaux parce qu'ils donnent des leçons en matière de droits de l'homme, et on l'a tous vu à la rencontre d'Anchorage, Yang Jiechi, le chef du parti sur la politique étrangère, qui dit à Anthony Blinken, les États-Unis, vous n'êtes plus habilités à représenter le monde pour donner des leçons à la Chine. Donc la Chine, en réalité, utilise le mot solution chinoise parce qu'elle voudrait améliorer son soft power. Solution chinoise, il s'agit très concrètement pour la Chine de convaincre un maximum d'États que la gouvernance de la Chine est la meilleure. Pourquoi? Pas par amour d'améliorer la gouvernance de chaque État. Non, c'est pour que chaque État adoptant la solution chinoise devienne solidaire de la Chine au niveau international, sur la scène internationale, et que la Chine donc renforce le cercle de ses amis. Mais pour que les pays viennent soutenir la Chine, eh bien, il faut qu'ils soient convaincus que les valeurs de la Chine, que le système des valeurs de la Chine est le meilleur. Je crois que vous voulez dire quelque chose. Oui, je pense que personne n'est capable de définir ce qu'est la solution chinoise autrement que une solution non occidentale. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que
le modèle de développement ou de gouvernance chinois, il est vraiment ancré historiquement, il est situé historiquement, il ne s'exporte pas comme ça dans des pays qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le même type de gouvernance. Et surtout, on a l'impression que quelles sont les valeurs chinoises, on ne sait pas très bien, si ce n'est qu'elles se définissent par opposition aux valeurs occidentales, voilà, de libéralisme politique et économique. Et d'autre part, on a organisé, donc l'INALCO a organisé un colloque pour le centenaire du Parti communiste chinois là, qui vient de se terminer la semaine dernière, et il y avait une intervention, justement un papier qui parlait de ça, c'est-à-dire que autant sous Mao, il y avait une volonté d'exporter un modèle révolutionnaire, dans les années 50, avec la conférence de Bandung, cette idée que la Chine allait soutenir les pays en voie de développement qui luttaient contre l'impérialisme occidental et aider ces pays à faire leur propre révolution en apportant un modèle révolutionnaire. Autant aujourd'hui, la Chine ne fait que promouvoir ses intérêts. En Afrique ou en Asie, à travers la route de la soie, il n'y a pas plus cette volonté d'exporter un modèle révolutionnaire. Et ça va avec la chute un peu de ce modèle idéologique. Il n'y a plus d'idéologie, on ne sait pas très bien ce que c'est que le socialisme sous Xi Jinping. Au contraire, on voit plutôt un pays qui est officiellement, depuis Zhao Ziyang, depuis 1987, au premier stade du socialisme qui n'a toujours pas quitté. Donc, c'est un système qui, à mon avis, a perdu pas mal de sa... En tout cas, enfin, le problème vient, la question de la légitimité se pose, puisque de toute évidence aujourd'hui, le parti fait référence à un modèle qui est une coquille vide, en tout cas qui ne se retrouve pas dans la réalité. Mao avait pour ambition non seulement de sortir la Chine de la pauvreté et de promouvoir le développement de la Chine, le développement économique, mais aussi d'instaurer le communisme. Et le communisme aujourd'hui, ce choosing, cette ambition, elle a été complètement mise sous le tapis. Et il y a des moments où le parti est confronté à la réalité, où la population lui renvoie son mythe. Ce mythe-là, à la figure, c'est en particulier la grève de Jazik en 2018, où, je finis là-dessus, j'explique ce que c'était, de mai à août 2018, il y a eu des ouvriers qui se sont organisés en dessous de la Chine pour demander, suite à la détérioration de leurs conditions de travail, la création d'un syndicat leur permettant véritablement de défendre leurs droits et leurs intérêts. Et ils ont suivi à la lettre la loi, ils ont demandé à ce que les autorités locales les aident à créer un syndicat conformément à la loi. Or, ça a été refusé et ça a créé une énorme grève qui a été par ailleurs soutenue par un mouvement néo-maoïste, en particulier des étudiants qui aujourd'hui confrontent le discours du parti à la réalité à laquelle qu'ils ont sous les yeux, de développement des inégalités extrêmement fort, de capitalisme, d'exploitation, et qui ont prêté main forte à ces ouvriers, tout ça s'étant terminé par des arrestations plus d'une trentaine de personnes, et ça. Mais c'est des moments où la réalité rattrape le mythe en quelque sorte, et c'est ce dont le parti a le plus peur aujourd'hui. Vraiment, juste pour compléter ce que vous dites, Chloé, c'est juste une petite réflexion. Comme le parti organise très régulièrement dans les pays en voie de développement des formations à usage des hauts fonctionnaires, des dirigeants des États de ces pays, et dans le contenu de ces formations, il y a quand même... Alors, ce n'est pas un modèle révolutionnaire, là, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même une forme de modèle, à savoir un parti unique qui dirige la société, qui emploie des moyens radicaux s'il le faut pour se maintenir au pouvoir, et qui est un parti développementaliste, un État développeur. Et donc du coup, c'est peut-être pas un modèle très original, mais en tout cas, ça permet d'évacuer la question des droits de l'homme. Et dans certains pays où la démocratie, où il n'y a pas de démocratie, de renforcer
des pouvoirs qui se maintiennent éternellement au pouvoir. Et souvent dans le discours chinois, on voit que les droits de l'homme, c'est avant tout les droits à se nourrir, le droit. Il y a une conception qui est aussi très différente. Et ça fait partie aussi de ce modèle que veut mettre en valeur la Chine, c'est-à-dire les libertés individuelles, la liberté d'expression doit passer avant d'abord ce qui est la liberté de se nourrir, d'avoir accès à un logement. C'est ça aussi, non? On entend souvent. Non, non, absolument. Mais oui, c'est ça. L'idée, c'est que tout le monde puisse sortir de la pauvreté, manger à sa faim. Mais si on revient, puisque c'est quand même ça la perspective de réfléchir sur son temps, enfin, il me semble, du Parti communiste, c'est confronter avec ce qui animait le parti au départ et où on en est aujourd'hui. Et s'il y a toujours eu cette volonté du Fujian, cette ambition du Fujian, c'est-à-dire de faire un pays puissant et prospère, faire de la Chine un pays puissant et prospère, dont Mao a hérité aussi, il y avait en parallèle la question du modèle et du communisme que Mao voulait instaurer, qui aujourd'hui n'est plus là. Et oui, après le développement, bon, c'est encore une autre question. Est-ce que proposer des taux, des prêts à taux usuriers, c'est aussi promouvoir le développement? Enfin, j'en sais rien. Alors, je pense qu'il y a un modèle de gouvernance chinois que le parti, que Xi Jinping aimerait exporter. Et il met en œuvre réellement. Ce modèle de gouvernance, c'est un régime autoritaire, c'est un parti unique, hein, et qui prend la main, le développement, l'amélioration, l'extermination de la pauvreté, une certaine rétribution des richesses, et puis contrôler les entreprises, les intellectuels, les individus, les lieux des individus. Et c'est ça le modèle. Et je pense que ça marche très bien. Avec la pandémie, ça montre aussi que finalement, ce modèle, ces modalités de gouvernance, ça a marché. Donc, il y a ce discours, il y a réellement un impact. Je ne sais pas à quel point auprès des pays en développement, mais vu que ce qui se passe aux États-Unis avec le Trump et les protestations très violentes dans les pays occidentaux, il y a, ce discours a aussi un impact assez fort auprès des Chinois, ce qui n'est pas le cas auparavant. C'était avant Chine, les gens disaient toujours on va arriver, c'est plus tard, la démocratie, ça s'améliorera, les droits de l'homme, la liberté, sont inscrits au fur et à mesure dans la Constitution. Et ce n'était pas hasard, c'était par les combats au sein du parti et par les juristes, par les constitutionnalistes, par les intellectuels, et y compris par les gens au sein du parti, qui ont inscrit au fur et à mesure dans la Constitution. Parce que la Constitution de 1884, il y a eu plein des additionnels pour améliorer. Mais Xi Jinping a fait apporter d'autres choses dans la Constitution. Et maintenant, c'est le parti, la priorité de la direction du parti est inscrite, y compris la pensée de Xi Jinping, puis, etc. Voilà. Et donc, en tout cas, pour lui, c'était quelque chose qui a quand même froid, très fort. Et par rapport à la situation internationale et la situation chinoise, comme disait Chloé, c'est que quand il est arrivé, c'était au pouvoir en 2012, et surtout c'est après la crise de 2008, les conséquences de la crise mondiale étaient très importantes au sein de la Chine aussi. Et donc tout ça, ça a contribué. La corruption était gigantesque. Même l'armée était tous les postes de l'armée ont commercialisé. Vous pouvez imaginer la corruption dans quel pays, à quel degré, dans quel point. Et c'est pour ça qu'il est venu, pour beaucoup de gens du parti, il est venu pour sauver le parti. Et après 2000, à partir de son deuxième mandat, cette marque,
c'est encore plus fort. Ouais, justement, là, vous faites la transition avec la deuxième partie, c'est sur le contrat social. Comment justement interpréter, alors je vais d'abord donner la parole à Chloé Froissart et puis je vous la redonnerai après, cher Monsieur Oclade, la résilience de ce parti. Bon, alors il y a la lutte contre la corruption, il y a effectivement un parti extrêmement autoritaire qui étouffe toute volonté de contestation, mais c'est vrai que ces dernières décennies, on n'a pas eu du tout l'impression que le parti, à part lors des événements de Tiananmen et le massacre de Tiananmen en 89, on n'a pas l'impression que ce parti a vacillé. Qu'est-ce qui explique cette survie finalement du parti, Chloé Froissart? Plusieurs choses. Il y a quand même la capacité il y a la capacité à répondre à un certain nombre d'attentes, mais il y a aussi la capacité à réprimer, qui est extrêmement forte et que le parti qui est incontesté. Il y a, si vous voulez, je pense que quand on parle du contrat social, il y a cette idée quand même que le parti aujourd'hui est un parti d'élite. Et ce contrat social a changé au cours de l'histoire. Au départ, le parti était l'avant-garde des ouvriers et des paysans et des soldats. Les soldats étant essentiellement des paysans d'origine. Et aujourd'hui, le parti, c'est un parti depuis 2000, essentiellement d'élite. Le dernier chiffre dont je me rappelle, 2019, les ouvriers, ce qu'ils appellent les cols bleus, et les paysans qui ne s'appellent plus les paysans, et c'est très très révélateur, ils s'appellent des ouvriers ruraux, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur statut de paysan politique et qui sont devenus, voilà, il y avait un papier aussi dans le colloque là-dessus, des ouvriers de la modernisation de l'agriculture, ne représentent plus qu'à peine 35% des membres du parti. Et ça, si vous voulez, sous Xi Jinping, cet élitisme s'est encore plus accru puisque Xi Jinping a mis l'accent sur la qualité du recrutement, de la loyauté des membres, et donc les membres du parti, si oui, il n'y a plus autant de recrutement, c'est extrêmement difficile d'entrer au parti, c'est quasiment un parcours du combattant. Et aujourd'hui, même s'il y a, c'est répété périodiquement, une volonté d'aller à nouveau reconquérir les ouvriers et les paysans, la réalité, c'est que c'est avant tout un parti d'élite et qu'aujourd'hui, enfin, c'est surtout des personnes qui sont dans des positions de pouvoir ou qui font partie en tout cas, qui sont éduquées et qui ont un certain niveau de vie, qui sont membres du parti. Donc, cette question du contrat social, elle est là aussi, c'est-à-dire que c'est un parti qui a réussi à coopter des élites et ce qui pose aussi un certain nombre de questions, et ça a été très bien mis en avant par la crise du Covid, c'est que c'est un parti qui a très peu mis en place de politique, encore une fois, sociale, et pendant le Covid, qui est-ce qui en a le plus souffert? Ça a été les plus pauvres. Les travailleurs migrants, qu'on a renvoyés à la campagne, parce qu'ils étaient... Voilà, les villes ne pouvaient pas les prendre en charge, qui ne sont pas pris en compte par les filets de sécurité sociale qui s'est aussi cassé à moitié la figure parce que les entreprises ont eu l'autorisation du parti de ne plus cotiser et donc il n'y avait plus suffisamment d'argent pour venir en aide aux plus pauvres, etc. etc. Et les gens n'ont pas travaillé pendant des mois et des mois. Les migrants n'ont pas travaillé pendant des mois et des mois. Il n'y avait aucune politique pour leur venir en aide. Et l'emploi informel s'est énormément développé suite au Covid. Donc, ça pose aussi cette question du contrat social entre le parti et les élites, et ses bases sociales traditionnelles. Après, comme je le disais, c'est à des moments cruciaux que tout ça peut être mis en avant, comme la grève de Jazik, par exemple, mais il y a une capacité du parti à réprimer qui est réelle. Pour l'instant, il y a ça. Mais en tout cas, il y a du mécontentement, il y a toujours des protestations sociales en Chine, même si elles sont elles sont aujourd'hui désignées comme illégales. Il
il n'y a plus du tout l'accent qui était mis autrefois sous Rouane sur le dialogue social. Il y a plus une volonté de réprimer ces manifestations. Mais après, c'est la question du couvercle de la marmite, quoi. Ça va pas exploser un jour. Sharon Chaoplan, en ce qui concerne l'adhésion de l'opinion publique, alors c'est très difficile, hein, surtout en Chine, de mesurer l'adhésion d'une opinion publique à son parti, mais quand on a préparé cette conférence, quand même, vous m'expliquez qu'il y avait quand même un discours aujourd'hui qui fonctionnait, en tout cas très bien, chez une partie croissante des Chinois. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur ce sujet? Une partie de En fait, ce que vous m'avez dit, alors je reprends, hein. Vous me disiez, sous Mao, beaucoup d'activistes adhéraient sans poser de questions. Sous Deng Xiaoping, les gens ne disaient pas eux-mêmes on veut la démocratie. Ils disaient en tout cas, c'est pas parfait, mais ça s'améliorera. Et vous me dites maintenant, un nombre croissant de Chinois pensent vraiment que le modèle de gouvernance, le système de valeurs chinois est le meilleur. Beaucoup de gens adhèrent à ce discours. Est-ce que vous pouvez développer? J'ai un peu parlé tout à l'heure. Je ne pense pas que. Je ne sais pas dans quelle mesure les gens comparent vraiment leur système politique aux autres. Mais il y en a. C'est-à-dire que c'est comme la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est la résilience du parti. C'est ce parti qui est, je pense, ce qui est fondamentalement léniniste dans le parti de Xi Jinping, ou Xu Mao ou Xi Jinping, c'est que c'est un parti dirigé par une poignée de gens, géopolitiques, et ils pensent qu'ils croient profondément, et toujours avec ce discours, c'est eux qui connaissent les lois de l'évolution de la société chinoise et du pays, et pourquoi pas de l'évolution en partie internationale. En tout cas, ils aimeraient être admis comme partenaires. Sinon, parmi les dirigeants, c'est ça, c'est que c'est eux qui connaissent les lois, c'est pas seulement les lois scientifiques de l'évolution. Et donc, mais ils savent, c'est vrai, ils savent aussi s'adapter. C'est plus comme l'époque de Mao. Mao, c'est, comme d'une part, évidemment, il a des contributions énormes, historiques, d'avoir réuni le pays, etc. Mais à l'époque de Xi Jinping, c'est que, bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, ils écoutaient des experts, des scientifiques, ils développent beaucoup, investissent beaucoup dans la recherche scientifique, technologique, et tout ça, c'est pas négligé. Ils payent très cher pour faire rentrer les étudiants formés aux États-Unis, y compris les professeurs très renommés. Donc, eux, ils pensent que c'est eux qui écoutent les voix du peuple. Ce n'est pas les peuples qui doivent réclamer le droit. Ce n'est pas la peine parce que le parti il va les écouter, il va améliorer son travail. C'est un modèle très autoritaire et puis voilà, qui tourne un peu au sein d'un petit cercle lui-même aussi. Et est-ce que, bon, comme ils s'adaptent aussi, par exemple, à la question de la pauvreté, ils ont quand même, c'est vrai aussi, c'est qu'ils ont beaucoup développé, la façon peut-être de surmonter la pauvreté dans différentes régions n'est pas toujours idéal, c'est-à-dire qui impose souvent, par exemple, à forcer à la population de déménager, de quitter les endroits, ou bien accepter de démolir leurs maisons pour construire différentes choses, puisque les gens n'ont pas le droit de protester ni de contester. Donc, c'est souvent des modèles imposés, mais ils ont beaucoup investi dans la conception d'infrastructures. Des infrastructures, des routes, des ponts, l'installation des électricités, voilà, des équipements modernes, etc. Et ce qui ont permis aussi un certain développement. Et donc, ils en sont fiers et Xi se valorise. Et c'est ça sa légitimité. Parce qu'il limite beaucoup Mao, mais il n'a pas comme Mao ses réalisations historiques.
Donc, lui, il était voilà, par voie à peu près institutionnelle, malgré bon, la famille, le soutien de la famille, etc. Mais c'est par voie institutionnelle. Donc, il n'a pas d'autre mérite. Il faut qu'il montre ses capacités, ses exploits pour justifier sa dominance et puis son envie, c'est quand même de prolonger son mandat, au-delà de 2 mandats. Et là, il y a 1 an avant, il va atteindre dans 1 an déjà l'âge limite. Normalement, il devrait prendre la retraite, puisqu'il aura 69 ans, je crois, 69 ans, et il doit prendre la retraite. Parce qu'à partir de 67 ans, les membres du comité permanent du politique ne doivent pas prolonger leur mandat, ce qui sera son cas bientôt. Et donc, il faut qu'il montre vraiment ses exploits, ses réalisations, ses discours, donc pour pouvoir réaliser en quelque sorte son projet personnel. Il a jusqu'à maintenant, il n'a quand même pas fait d'autres choses extraordinaires pour montrer, pour justifier ce projet. Et voilà, donc c'est très. Est-ce que les gens. Voilà, donc je pense, d'après un peu des échos que j'ai eus auprès des. Soit auprès des connaissances, soit auprès grâce au Tchad, tout ça, c'est que tout le monde n'adhère pas à ce discours, mais il y a un certain impact parce qu'ils pensent que la démocratie n'apporte pas forcément ce qu'il y a de mieux pour les Chinois. Puisque ce qui s'est passé aux États-Unis, dans les pays occidentaux. Et pourquoi pas? Ça, c'est en quelque sorte, je pense, c'est un peu comme dans les pays occidentaux, l'extrême droite, les militants d'extrême droite pourraient avoir le même discours. C'est un pouvoir autoritaire et qui pense au peuple, qui peuvent réaliser des choses. C'est voilà, beaucoup de dictateurs ou des leaders du parti autoritaire pourraient avoir le même discours. C'est un peu ça, et ça, évidemment, ça peut avoir un impact populiste. C'est une démarche déjà très populiste. Et, par exemple, dans les années 2000, par exemple, il y a eu, bon, Chloé connaît très bien aussi, il y a eu énormément de protestations, manifestations, à cause justement du développement trop rapide, de l'expansion des villes, de démolition des maisons, des portes atteintes beaucoup de populations. Donc il y a tout le temps des protestations, des centaines de milliers par an, facilement, dans les années 2000. Et maintenant, sur ce plan-là, il y en a peut-être moins. Pourquoi? Parce que maintenant, il est décidé de toute façon, ça rapporte énormément à l'État, à toutes les autorités à différents échelons, parce que les autorités régionales, municipales, etc., prennent une bonne partie de leurs fonds dans ces expropriations, parce que la terre appartient à l'État. Et la terre des paysans, les autorités des régions agricoles peuvent essayer de se produire aussi contre. Les récompenses sont souvent très loin des prix du marché, évidemment. Donc, mais dans les villes, par exemple, maintenant, quand il doit déménager les gens pour l'urbanisation, les récompenses sont beaucoup plus élevées qu'avant. Donc, il y a des mécontentements. Les gens ne sont pas toujours consultés. Il n'y a pas toujours un processus démocratique de concertation avec la population, mais les dédommagements sont plus importants. Donc, sur ce plan-là, par exemple, ça aussi calmé un peu des mécontentements. Au moins, ça
ça désamortisait aussi des bombes, des explosions sociales. Alors justement, on enchaîne, on a pris du retard malheureusement avec les menaces potentielles à la survie de ce parti. Vous me parliez tout à l'heure de la cocotte minute ou de la marmite sur laquelle on avait mis le couvercle et sous laquelle ça bouillait quand même. Alors j'en prends une phrase que Claude Froissart, j'ai lue dans Le Monde, d'une de vos interviews. Cette volonté du PCC d'éradiquer tout ce qu'il ne peut pas absorber révèle plus de fragilité que de force. Son pouvoir repose sur la terreur, mais lui-même vit dans la terreur. De quelle terreur parlez-vous? C'est bien vous. Je pense qu'il y a toujours cette idée, si vous voulez, que le parti est toujours menacé d'être débordé à droite et à gauche. À gauche, par le courant néo-maoïste, qui s'est incarné par exemple dans Gauchila, et ensuite dans le courant néo-maoïste, la nouvelle gauche, et ces étudiants, etc., dont je parlais tout à l'heure, qui s'unissent avec les ouvriers. C'est comme ça que le Parti communiste a commencé, hein, c'est pour ça qu'il en a très peur. Et d'autre part, sur sa droite, sur un courant plus libéral qui aujourd'hui est en berne, dont beaucoup de représentants sont partis aux États-Unis, mais qui est quand même sous-jacent parce qu'il y a quand même la référence à la démocratie, à l'idéal démocratique, qui est très présent, qui a toujours été présent en Chine. Mao voulait instaurer une nouvelle démocratie, mais ce n'était pas la démocratie libérale, c'était une démocratie directe, mais il y a quand même cette référence à la démocratie qui est importante et qui a été reprise par un courant libéral en Chine à partir des années, si on parle de la Chine contemporaine, 80. Je pense qu'il y a cette peur aussi que les choses étaient allées trop loin sous Rouwen, que les réformes avaient été poussées trop loin, que la population avait pris conscience de ses droits et acquis une conscience qui a été poussée assez loin et qui avait acquis une capacité de s'organiser assez phénoménale et surtout à établir des liens de solidarité interclasses. Je parlais à l'instant des ouvriers, des étudiants, mais il y avait aussi les féministes qui s'alliaient avec les ouvrières et des ONG de défense des droits des personnes discriminées, etc., etc. Et on avait ces liens de solidarité horizontaux qui rappelaient un peu le Chuanlen sous Mao, cette capacité de la société à établir des liens de solidarité qui faisaient très peur au parti. Et donc, c'est ça dont Xi Jinping a eu peur. Il a eu peur que la société civile se structure et puisse, au point de pouvoir constituer un véritable défi au parti. Il est revenu sur ça, c'est ce que vous mentionnez au début de la conférence. Et il y a toujours cette peur que le parti puisse être dépassé, y compris par les effets produits par ses réformes. Donc, d'où la répression de la société civile. Je pense aussi qu'il y a cette peur de Xi, qui est celle de tout dictateur. C'est la solitude du dictateur. C'est à force d'avoir tellement réprimé et de s'être quelque part aussi mis beaucoup de gens sur le dos, que s'ils s'arrêtent de réprimer, eh ben, ils finissent comme tous les dictateurs, comme Mussolini, comme Hitler, comme le couple Ceausescu, etc., qui est des tentatives peut-être Soulèvement. Bon, en tout cas, c'est oui. Soulèvement. Et surtout, la question peut-être, les factions. C'est ça qui va, parce qu'on parle beaucoup de soulèvement au niveau social, mais est-ce qu'il y a aussi des factions dans l'ombre qui sont prêtes à agir? Il a fait tout pour que non. Oui. Sa lutte contre la corruption, c'était une manière de justement venir à bout des factions. C'est proche des purges staliniennes en quelque sorte. C'est pour éviter toute forme d'opposition politique qui puisse se structurer à l'intérieur du parti. Et voilà. Mais sans doute qu'un des grands défis dont Xi Jinping, qui va être celui de Xi Jinping, alors Xiaoping aura peut-être, ou Joris, un élément
là-dessus, mais ça va être, il me semble, la question de savoir qu'est-ce qui va venir après Xi Jinping et comment cette succession va être négociée. Parce que s'il y a bien une chose que Deng Xiaoping avait compris, c'est que le point faible d'une dictature, c'est la transmission du pouvoir. Et Xi Jinping est revenu sur ça, vous le mentionnez tout à l'heure, est revenu sur ce qu'avait instauré Deng Xiaoping, cette capacité à créer des successions prévisibles, une transmission prévisible du pouvoir. Et aujourd'hui, il n'est pas question d'un dauphin de Xi Jinping. Au contraire, oui, comme vous mentionnez, Xiaoping, à l'instant, il a quasiment atteint l'âge limite, 68 ans, où il devrait prendre sa retraite. Pourtant, il a amendé la Constitution en 2018 pour enlever la limite des 2 mandats. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un problème là, il y a une contradiction entre le fait qu'il soit encore statutoirement obligé normalement de laisser céder le pouvoir à 68 ans et en même temps qu'il n'y ait plus de limite de mandat. Qu'est-ce qui va se passer? Et il n'a pas, il est le seul dirigeant voilà, à ne pas avoir, en tout cas, il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat sur sa succession, ou en tout cas, ils ne sont pas connus. Je ne sais pas ce qui se passera après. Alors, souvent, on dit qu'en Chine, c'est le leader précédent qui choisit l'héritier au niveau de 2 générations. Bah, c'est ce qu'avait essayé d'instaurer Deng Xiaoping. Joris, en ce qui concerne les menaces peut-être aussi externes qui peuvent peser sur le parti, est-ce que notamment la politique diplomatique très offensive, pour ne pas dire agressive, de la Chine ces dernières années, la guerre commerciale avec les États-Unis, est-ce que tout ça, ça peut être aussi des éléments de déstabilisation du parti? Oui, et tout part de la menace qui est crainte avant tout par Xi Jinping, par les dirigeants du parti, c'est-à-dire la crise économique qui vient rompre un des éléments fondamentaux du contrat social avec la population. Et s'il y a un ralentissement de l'économie qui est incontrôlé, à ce moment-là, il y a du chômage, il y a plus de perspectives, et donc la population qui a un mécontentement trop fort, une rupture de confiance qui pourrait mener potentiellement à une déstabilisation politique. Alors, sur la guerre commerciale, évidemment, la politique étrangère agressive, offensive menée par Xi Jinping, ou Xi Jinping qui a répondu à la surenchère de Donald Trump, qui a lancé donc, en 2018 la guerre commerciale, eh bien, ça a déplu à une partie à la faction des princes. On en a déjà parlé, mais c'est toute cette deuxième génération rouge, ces enfants de révolutionnaires historiques qui n'apprécient pas du tout cette guerre commerciale, et pas pour la raison pour laquelle à laquelle on pense, c'est-à-dire cela menace leurs propres intérêts, puisqu'ils ont des rentes, ils ont des revenus, ils profitent en fait de la bonne santé des relations sino-américaines. Et donc, Xi Jinping s'est donc mis en tête de les faire taire, et jusqu'à couper des têtes, et on l'a bien vu avec ce maniaque immobilier que certains ont appelé le Trump chinois, Zheng Zhiqiang, qui était, il y avait ce nom, effectivement, mais en tout cas, toujours est-il le plus important, c'est que lui a osé critiquer publiquement Xi Jinping après une visite de Xi Jinping à CCTV, et en disant de CCTV que est-ce qu'il fallait l'appeler maintenant la chaîne du parti, non plus la chaîne de la Chine, et que les deniers publics ne devraient pas être dépensés pour d'autres fins que de rendre service aux Chinois. Eh bien, ce jeune Zhejiang a été condamné à 18 ans de prison. La guerre commerciale, eh bien, les Chinois attendaient un petit peu de voir comment Joe Biden allait poursuivre ou non la guerre commerciale engagée par Donald Trump. Il préparait une série de lois pour institutionnaliser les sanctions. Alors, ce qu'on a appelé les lois anti-sanctions, c'est tombé juste à la veille du G7, et ce sont des lois qui, en fait, sont extrêmement larges en apparence. En fait, elles viennent institutionnaliser ce que le parti pouvait faire déjà, c'est-à-dire sanctionner non seulement les multinationales qui sont liées de près ou de loin aux sanctions américaines, mais en réalité tout individu, pas forcément des hommes d'affaires, mais des officiels, des journalistes, des chercheurs, qui peuvent être donc devenir de fait des otages des monnaies d'échange. Alors,
toutes ces lois anti-sanctions et tout ce raidissement et cette agressivité, évidemment, ça peut être un problème puisque si on ralentit les échanges, si la Chine se ferme, c'est pas bon pour la croissance. Et s'il y a plus de croissance, alors il y a une mauvaise résistance de la Chine à une crise économique potentielle. Alors, parce que là, le temps a passé, il y aurait plein de menaces potentielles. Je pense que c'était la plus importante, la guerre technologique elle-même sur les semi-conducteurs, l'interdiction de Huawei. On dit que la Chine est très en retard pour produire ses propres semi-conducteurs, mais pour le moment, il n'y a pas de preuve que ça puisse déstabiliser le parti lui-même. Ça peut mettre en difficulté l'économie de la Chine. Quant aux menaces militaires, c'est-à-dire principalement autour de Taïwan, il faudrait que la Chine prenne l'initiative d'envahir Taïwan. Or, une invasion de Taïwan, on pourrait y revenir dans une prochaine conférence, aurait un coût humain trop élevé. Et à ce moment-là, les Chinois, évidemment, ne seraient pas contents qu'il y ait autant de morts lors d'une opération d'invasion, un débarquement. Mais donc, pour l'instant, il est peu probable que la Chine envahisse Taïwan et donc prenne le risque de se déstabiliser elle-même. Je pense que voilà, les menaces principalement sont économiques et sur la gestion de la guerre commerciale et de la relation avec l'Occident. Merci. Alors, on a pris pas mal de retard et si, pour ceux qui veulent aller voir le match en plus après, il ne faut pas trop tarder, on va prendre 10 minutes de questions. S'il y a des questions, bien entendu. Je ne sais pas s'il y en a sur Zoom, Cyrielle ou pas. Non. Alors, si des gens ont des questions. Oui, monsieur. Est-ce qu'on n'a pas un micro ici? Non, il est parti. Non, mais c'est bon. Écoutez, allez-y, parlez fort et on va vous entendre. Merci beaucoup. Je suis Nakosa Kamara. C'est bon, c'est bon. Je vous remercie pour cette conférence. Ma question, c'est liée à l'Afrique. Quelle est aujourd'hui la politique de la Chine en Afrique, étant donné sa présence multiforme? Alors, ça pourrait faire l'objet de 10 conférences, je pense. Joris, est-ce que ou Xiaoron ou fera ça? Sur la relation de la Chine à l'Afrique. Oui, sa présence, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'elle investit dans les ports, dans le BTP. C'est une présence plutôt économique et politique. Oui, vous le dites très bien. C'est-à-dire qu'il y a une diplomatie des stades. C'est juste une façon d'incarner cette présence chinoise, cette diplomatie des infrastructures, où c'est vrai qu'il y a des relations qui sont assez fortes avec certains pays d'Afrique, parce qu'il y a une contribution, en tout cas une présence de la Chine dans le secteur de la construction. On en parlait un peu plus tôt dans cette conférence. Il y a effectivement une coopération politique avec des formations qui sont dispensées à des hauts fonctionnaires dans les pays africains, des formations politiques de la part de la Chine, comment justement investir dans les infrastructures, comment gérer le pays politiquement. Tout cela maintenant est assez brouillé parce que les pays africains, eux, refusent d'échanger un passé colonial occidental avec un avenir néocolonial chinois. L'idée des pays africains, c'est plutôt de diversifier en réalité les partenaires commerciaux, et on peut même dire que alors qu'il y avait une certaine attraction il y a un certain nombre d'années, surtout dans les années 2000, de l'Afrique par rapport à la Chine, maintenant il y a eu un certain désenchantement. C'était le président de la Banque africaine de développement qui disait qu'il faut arrêter de regarder la Chine avec des lunettes roses. C'était son expression. Donc, disons que maintenant, et en plus ça il faudrait revenir à l'occasion d'une conférence, avec toute cette histoire de dette, de créance, de piège de la dette, les pays africains en sont revenus aussi, mais ils ne misent pas tout sur la Chine. Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là parce que là, sinon on va rentrer beaucoup trop profondément dans le sujet. On va essayer de rester sur la question du parti aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, madame. Bonjour, merci. Et je voulais vous demander si la politique de répression qui est contre les minorités actuellement correspond à une volonté de désigner un bouc émissaire à l'égard d'une espèce d'unité de la Chine contre les minorités ethniques de la Chine.
Moi, si je peux juste dire un petit mot, parce que j'avais pas mal travaillé sur la question, l'histoire du Xinjiang, elle est extrêmement complexe pour plusieurs raisons, parce que c'est difficile de ramener tout aussi au fait État contre musulmans, par exemple, sachant que le Xinjiang est une province qui a traditionnellement son histoire, sa culture, sa langue, et qui aussi stratégiquement est située qui a une position géographique qui est aux confins de plusieurs pays et qui est sur ce qu'on appelle les routes de la soie chinoise, qui sont tous ces grands axes d'infrastructures qui visent à développer le commerce entre la Chine et d'autres pays du monde. Donc, pareil, encore une fois, c'est assez compliqué d'envisager. On avait fait 3 conférences, en fait, une conférence puis l'autre, sur cette question du Xinjiang. De là à parler de bouc émissaire, je ne suis pas sûr que ça soit le terme le plus adéquat. En tout cas, je ne sais pas, Chloé, si vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet ou Xiaowang, mais c'est assez complexe. Il y a de fait une politique des minorités voilà, pose problème parce que la nation chinoise est une nation à la fois han et composée de minorités. On pourra revenir là-dessus. Et donc, le fait d'intégrer ces minorités, de faire en sorte qu'elles fassent partie de la nation chinoise, ça a été un défi dans toute l'histoire de la RPC. Et ensuite, il y a des problématiques qui sont propres au Xinjiang, au Tibet, à la Mongolie aussi. Pour le Xinjiang, c'est clairement la question de l'islam. La situation au Xinjiang s'est beaucoup détériorée après le 11 septembre parce que aussi les pays occidentaux ont donné un blanc-seing au Parti communiste pour réprimer d'autant plus le Xinjiang. Et quelque part, il y a eu aussi une situation de colonisation intérieure qui s'est accélérée, qui s'est intensifiée. Et cette idée qui est au cœur du contrat social que le parti a passé avec ses minorités, qui est celui de l'autonomie, et qui évidemment n'est plus qu'un mot, et donc qui n'a pas été du tout respecté. Donc il y a eu aussi beaucoup de revendications sur cette question d'autonomie, de pouvoir parler sa langue, préserver sa culture, la vivre, pratiquer sa religion. Voilà, et de pouvoir avoir un degré réel d'autonomie, ça c'est pareil au Tibet. Et puis la question du fait que beaucoup de minorités, que ce soit au Tibet, que ce soit au Xinjiang, en Mongolie, en réalité les populations autochtones ne profitent que très peu du développement, qui profitent plutôt au Han. Donc il y a aussi cette frustration-là. Voilà, et ensuite il y a la question propre à l'islam aussi. Tu veux rajouter peut-être quelque chose de ça? C'est-à-dire que ces pays, ces régions, plutôt, ces régions, le Xinjiang, le Tibet, la Mongolie peut-être un peu moins, la Mongolie intérieure, la religion quand même joue un rôle très important, ce qui est un mode politico-culturel très différent des Han. Donc le parti communiste chinois a toujours beaucoup de mal d'accepter une autorité religieuse qui puisse influencer le pouvoir politique. Et puis vis-à-vis du Xinjiang, des musulmans du Xinjiang, de l'Ouïghour, voilà. Et ils ont profité de la lutte internationale antiterroriste. Parce qu'il y avait aussi des musulmans de Xinjiang qui sont allés rejoindre les djihadistes, etc. Et donc ils ont profité à l'époque de Bush Junior pour mener à cette répression. Et donc ça reste une méfiance très profonde. Je pense profondément, sans être culturaliste, je pense qu'il y a quand même une très grande différence entre ces cultures, ces modes. Parce que au Tibet et au Xinjiang, les Xinjiang, c'est pas comme au Tibet. Au Tibet, c'est des lamas. Les bouddhistes tibétains. Oui, c'est pas seulement ça, ils sont des leaders de tout Bouddha vivant. C'est ça, c'est en traduction, ils s'appellent Bouddha vivant, qui ont une autorité civique, pas seulement religieuse.
Et donc, le Parti communiste, et ça c'est très imprégné dans l'esprit tibétain. Ils sont extrêmement touchants dans tous les villages. Donc, il y a un problème très profond là-dessus aussi. La séparation de la religion et de la politique. Mais c'est un travail, si c'est fait par un autre peuple qui n'est pas tibétain ou ouïghour, c'est extrêmement. Voilà, donc il y a souvent la répression. Et là, ils ont profité de la lutte internationale antiterroriste pour réprimer systématiquement, enfermer dans les camps, tout ça, pour rééduquer les Bouddhas, les bouddhistes aussi, au Tibet aussi. Ok, alors malheureusement, on n'aura pas le temps de prendre les questions Zoom, sachant que Claude Froissart va devoir y aller. Monsieur, dernière question, puis après on devrait rejoindre la conférence. Bonsoir, je voulais juste savoir par rapport au rêve chinois qui date de 2012, je crois, avec les valeurs, les 12 valeurs qui sont. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que ça a évolué par rapport à 2012 au niveau du conceptuel? Le rêve chinois, c'est le rêve de renaissance de la nation chinoise avant tout. Hein. Ce rêve chinois, c'est prendre la revanche sur les guerres de l'opium, cette rencontre traumatique entre la Chine et l'Occident au XIXe siècle, à la suite de laquelle la Chine s'est remise en question, qui se pensait comme au centre du monde, prend conscience de son aberration, de sa faiblesse, ce qui a été formulé comme tel par les intellectuels de l'époque et par des réformateurs au sein du pouvoir. Et l'idée, ça a été de s'inspirer du modèle économique, mais aussi militaire et aussi politique des puissances occidentales pour mener à bien le projet de modernisation de la Chine. Ça a été repris par Mao également et par Xi Jinping. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de dire que maintenant que la Chine a les moyens économiques, elle est la seconde puissance économique mondiale depuis 2010, qu'elle a les moyens économiques, militaires, diplomatiques, à son tour de pouvoir exporter un modèle de développement, un modèle politique au reste du monde. Voilà, c'est ça le rêve chinois. C'est cette revanche sur ce qui est dénommé le siècle d'humiliation. Voilà, eh bien, écoutez, sur ces mots, on termine cette conférence. Merci beaucoup d'être venu. Et puis à bientôt pour d'autres conférences. Merci. Joris, est-ce que tu peux nous donner peut-être la date de la prochaine conférence? Oui. Rendez-vous déjà. Merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite un bon été. Rendez-vous le 23 septembre pour une conférence sur l'Inde, Narendra Modi, la politique et le Covid-19. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.